Albert Camus, ça a l'air bien. Voilà, je vais mettre un petit peu mes petites notes comme ça, pour faire genre, j'ai pris des notes et je Moi aussi, regarde. regarde. Voilà. Ah oui, vous avez besoin d'être mémoire, vous, moi j'ai tout dans là. Écrivain ou écrivaine? 20. Auteur. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je suis pas tellement habituée à être ici, à prendre la parole au Salon du Livre, c'est plutôt au cinéma, avec des cinéastes, mais je suis ravie d'être avec des autrices, hein. C'est ça, une autrice, on dit? Une autrice? Moi, oui. Oui, autrice. Auteur. Un auteur et une autrice. On n'a pas d'écrivain, on n'a que des autrices. Donc, sont avec nous pour ce café littéraire Isabelle Alonso, avec ce très très joli roman « Je peux me passer de l'aube ». Regardez bien. Vous n'entendez pas? Je parle pas assez fort. Non, moi j'entends rien. Ah bah oui, on va tourner les enceintes, comme ça entre nous on s'entendra bien. Et Virginie Gaillet-Bastide avec Le Sans-Dieu, que voici. Alors quand on m'a dit tu vas échanger avec ces deux autrices, je me suis dit donc on va chercher tous les points communs. Alors, donc au niveau de l'histoire, il y en a une, ça se passe en 1709 et l'autre en 1939. Donc à part le 9 déjà ça partait pas très très bien. Non, je plaisante. Quelques petits mots de présentation de chacune d'entre vous, juste pour que vous sachiez qui sont nos invités. Virginie, originaire de Lorient, tout près d'ici, enfin née à Lorient, qui publie aux éditions Héloïse d'Ormesson. Alors voilà déjà un premier point commun, vous avez le même éditeur. Voilà. Même éditrice. Éditrice aussi ou éditrice d'autrice? Voilà. Donc vous avez la même éditrice d'autrice, Héloïse d'Ormesson. Donc il publie un premier roman, Le Sans-Dieu, qui nous emmène, alors on part donc comme je vous l'ai dit en 1709, on part de Plouarnel, petit village juste à côté d'ici, tout près de chez nous. On va suivre un personnage qui s'appelle Arthur de Kerloguen, qui va voir sa famille complètement décimée par une terrible famine. Et d'un coup, hop, magie de la littérature, on s'en va, on se retrouve en 1715, on est au milieu de la mer des Caraïbes, avec un terrible pirate qui s'appelle l'Ombre, et dont on va suivre les aventures. De l'autre côté, autre aventure, autre voyage, avec Isabelle. Donc là, nous avons, donc, on a dit, un premier roman. On parlera de l'aventure du premier roman, parce que Il était temps. non, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup de parler du premier roman et de l'édition du premier roman. Isabelle, qu'on connaît déjà bien, quand même, qui a déjà fait énormément de choses. Isabelle, 7e roman, plusieurs essais publiés, de la radio, beaucoup de radio, aux côtés de Laurent Rouquier, entre autres, des one-man shows, du théâtre, enfin, beaucoup de moyens d'expression utilisés pour échanger. Là, pour cette aventure, donc nous sommes, comme je vous disais tout à l'heure, en 1939. Et là, on part en Espagne, guerre d'Espagne, fin de la guerre d'Espagne. Et on va suivre un jeune homme formidable. Alors attention à la prononciation, je vais vous la faire à la bretonne. Djeline Alcalá-Liac. Alors sinon, Khéline Alcalá-Liac. Oui, c'est presque ça. Pas loin. Très bien. Khéline. Khéline. Khéline, je vais faire la phrase. Donc Khéline qui a 16 ans, et il est de retour dans sa famille, d'abord à Madrid, ensuite à Valencia, dans une Espagne asphyxiée par Franco et le terrible régime qui vient d'installer. On va commencer avec Virginie, mais on va faire des allers-retours entre vous deux. Virginie, pourquoi, comment, un jour, avant de voir comment, pourquoi est-ce qu'on décide de se lancer dans l'aventure de l'écriture? Avant même le sujet, pourquoi écrire? Pourquoi l'écriture? Bonsoir à tous. Parce qu'on en crève d'envie depuis toujours, qu'on ne l'a pas fait jusque-là parce qu'on travaillait beaucoup, qu'on avait peut-être un peu peur de se confronter à la réalité d'une médiocrité éventuelle. Donc on repousse un peu la chose comme la poussière sur le tapis. Et puis un jour on n'y tient plus. Et puis on conjugue trois passions qui sont les miennes. La Bretagne, le Morbihan spécialement, l'histoire, notamment du XVIIIe siècle, et les pirates qui me fascinent depuis toujours et qui sont un petit peu méconnus, je trouve, parce que ce ne sont pas les brutes assoiffés de sang qu'on pense,
C'était pas du tout une vocation, on se levait pas un matin en disant, je réponds peut-être déjà à une question qui n'est pas encore posée là. Allons-y, il n'y a pas d'ordre, on échange. Allons-y. Pardon. C'est pas moi. Non mais... Je ne me serais pas permis. Moi non plus. Non, mais allez-y, c'est très drôle. Donc voilà, donc les pirates, c'était pas des gens qui se disaient un matin, tiens, j'en ai marre de cultiver ma terre bretonne aride qui ne me donne rien, je préférerais aller me bronzer sur les plages des Caraïbes, culbuter les filles et ramasser de l'or, de l'argent et des perles, et m'enivrer de rhum. Non, c'était des gens qui partaient parce qu'ils étaient désespérés. Soit parce que leur terre effectivement ne donnait pas, ils crevaient de faim et il fallait bien faire quelque chose, soit ils avaient été recrutés à bord de force sur les navires du roi où ils étaient affreusement maltraités. Il faut savoir que les conditions de vie à bord étaient effroyables. Donc, bien des pirates, c'était des matelots qui s'étaient révoltés sur les conditions de vie à bord qui étaient absolument désastreuses. Il y avait aussi des gens qui avaient commis des forfaits, assassiné quelqu'un, et là il valait mieux prendre le large dans tous les sens du terme pour échapper à la justice. Et donc ces gens-là se retrouvaient effectivement sur des mers lointaines, très souvent les Caraïbes, effectivement, New-Providence, c'est-à-dire les actuelles Bahamas. Et la vie n'était pas tendre à bord, et la moyenne de vie d'un pirate, entre les attaques, les assauts et les maladies qui le décimaient, était d'1 an, la moyenne. Donc c'était pas, quand je vous dis que c'était pas une vocation, c'était pas non plus un voyage au long cours. Mais bon, ils y allaient parce qu'ils n'avaient plus aucun espoir. Ils étaient aussi très révoltés contre l'ordre établi. C'était un peu pré-révolutionnaire avant 1789. Il y avait des choses qui commençaient à, sinon à bouger, du moins la marmite commençait de frémir, on va dire. Et donc je dirais que c'était un peu les premiers anarchistes. Ils étaient très démocrates à bord, on pourrait croire qu'ils n'arrêtaient pas de se foutre sur la gueule tout le temps eux-mêmes. Non, le capitaine pirate était élu à bord de son vaisseau, et s'il se conduisait très mal, il était destitué, à vote à main levée, voire jeté au requin, qu'il avait vraiment exagéré, donc là, voilà. Donc, pour toutes ces raisons, ces gens-là, qui étaient à la fois d'un courage fou, et en même temps, le pirate est un homme en colère, c'est un homme furieux, contre l'ordre établi, comme je disais, contre beaucoup de choses. Et ce qui est très paradoxal aussi, c'est qu'il va gagner l'horizon, les océans, et pourtant, donc on peut croire que c'est quelque chose d'incroyablement large, et que c'est la liberté incarnée, et en même temps on se retrouve quand même dans l'exiguïté d'un bateau. Donc on est entre des gens qui ne se sont pas choisis sur un espace de vie minuscule. Donc il y a un paradoxe entre cette immensité du ciel et de la mer et les conditions de vie à bord, on est bien obligé de se supporter les uns les autres ou pas. On parle de ça dans le roman, mais il ne faut pas s'attendre uniquement à un roman de bagarre, d'escale, de soulerie, d'abordage. Il y a quelque chose de beaucoup plus fort. Il y en a, il y en a. Non, mais il y a quand même quelque chose de beaucoup plus fort, c'est tout l'aspect, on va dire, spirituel. En fait, la lutte, la vraie lutte, elle est spirituelle entre ce capitaine qui n'a plus foi en rien, qui a appelé son bateau le Sans-Lieu, et cet homme qui va prendre à son bord, on ne sait pas combien de temps il va le garder au départ, qui est un religieux. Oui, le sujet du roman, il est là, en fait. Oui, tout à fait. Donc la piraterie, vous avez tout à fait raison, c'était aussi un prétexte pour écrire une rencontre entre deux hommes, rencontre totalement improbable, puisque mon héros breton, donc, est devenu ce flibustier cruel suite à la mort de son dernier enfant. C'est pour ça qu'il a perdu la foi. Et on est d'autant plus cruel envers Dieu qu'on y a cru avant. C'est comme les amours déçus. C'est-à-dire si on est athée, bon, on n'a aucune raison d'en vouloir à Dieu. Mais si on y a cru et qu'on s'estime trahi par lui, il y a une violence et une colère terrible. Donc effectivement, dans les Caraïbes, un jour, il attaque un galion espagnol. À son habitude, il massacre. Espagne. Ouais, parce qu'on cherche les points communs. Oui, bien. Oh, ça c'est italien. Que je suis con. Donc, il massacre tout le monde, il épargne un prêtre jésuite. Alors pourquoi ? Parce que le prêtre jésuite déjà a essayé de se défendre, il s'est saisi d'une épée, c'est un gros costaud, il est en robe de bure, donc mon pirate est extrêmement surpris que cet homme de Dieu ait essayé de se défendre et ait pris les armes. Et donc il l'épargne et après il se dit, justement il va me servir de témoin. Je vais me produire de la plus ignoble façon envers les hommes, défier Dieu en permanence et lui montrer à quel point Dieu n'existe pas, puisque les gentils meurent, entre guillemets, enfin en tout cas les enfants innocents, et là je commets des actes abominables,
Est-ce que le ciel me tombe sur la tête? Non. Donc il va prendre un malin plaisir à le défier. Mais le prêtre Anselme, espagnol, les padrés, ne s'en laisse pas compter, c'est pas du tout un béni ou Louis prêtre. Il est lui-même en délicatesse avec sa hiérarchie catholique parce qu'il trouve qu'il y a beaucoup d'abus, le lourd passé de l'Inquisition, voilà, donc le convertir de force des soi-disant sauvages à la religion. Et donc cette rencontre est très forte entre les deux. Il n'y en a pas un qui a raison, l'autre qui a tort. Ce qui est intéressant, c'est pas les réponses que chacun s'apporte, ce sont les arguments qui développent l'un et l'autre pour défendre leur point de vue. Qu'est-ce que c'est bien dit? Je ne sais pas. Ah si, c'est bien. Elle parle bien, hein. Attention, un défi. Question qui s'éloigne un petit peu du livre en lui-même et qui revient au pourquoi du comment on est tous là aujourd'hui. Des livres, il en a beaucoup, il en sort beaucoup. Quand on écrit son manuscrit, comment on fait? C'est-à-dire on a fini d'écrire son manuscrit, on est tout seul chez soi, on a mis le mot fin, ouais, yes. C'est quoi la suite? Comment on fait? Bah on essaie de se faire éditer. Oui mais alors voilà, bon ben... En fait j'en avais écrit un premier qui malheureusement n'avait pas été édité. Et la lettre de refus la plus charmante, argumentée et délicieuse que j'ai reçue provenait des éditions Les Ormesson, qui m'ont dit si d'aventure vous aviez, c'est le cas de le dire, un deuxième roman, n'hésitez pas à nous l'envoyer. Ce que je fis, et par bonheur, ben voilà. Une chose encore, après on va partir en Espagne. Une chose Pourquoi? encore. Mais pourquoi pas? Il nous faut bien l'histoire de ce prêtre jésuite. On va demander à Isabelle qui nous l'a raconté. Oui. Bah. Non, c'est au niveau de l'écriture. Il y a quand même une écriture très spécifique. Oui. On a l'impression d'une écriture un peu à l'ancienne. Comment vous avez fait, comment vous avez travaillé? Alors ça c'est très amusant, c'est une question rémanente parce que je l'ai écrit effectivement dans un style ancien. Enfin, dans la langue de l'époque. Alors je vous rassure, pour pas un dictionnaire de vieux François pour le décrypter, on ne peut pas se dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle a voulu raconter cette conne. Non, non, non. Simplement, c'est de mettre des verbes qui étaient plutôt de l'époque, de dire plutôt quérir que chercher, navrer plutôt que blesser, pâtir plutôt que souffrir. Parce que ce sont de très jolis mots, de très jolis verbes qui tombent en désuétude et que je trouve ça un petit peu dommage. Mais on devine évidemment dans le contexte de ce que je raconte, ce que ça veut dire. J'ai travaillé aussi la syntaxe parce que à l'époque, le vieux français, enfin surtout le 18e, les verbes étaient à l'envers très souvent, comme en latin, comme en allemand. Et donc, moi j'ai une grand-mère bretonne qui me disait toujours du café vous aurez. Je disais tiens mamie c'est drôle, mais et donc voilà, donc j'ai trouvé ça joli de dire. De même il y a des ellipses d'articles. Par exemple, on dit je vais lui chercher une noise. On ne dira jamais je vais lui chercher des noises. Donc c'est cette langue que je trouve magnifique. Bon, j'ai beaucoup lu de livres de cette époque quand j'étais petite. J'ai une très bonne mémoire, donc c'est musical, donc c'est resté ancré, si j'ose dire, dans mon esprit. Donc je ne pouvais pas imaginer l'écrire en langue d'aujourd'hui. Mais c'est très agréable parce que ça se dit de manière très simple et très évidente, mais ça nous transporte directement. C'est là aussi que Paris est réussi. Merci. Quand j'ai cherché des liens entre vous deux, en dehors de vos éditrices, et que vous êtes toutes les deux autrices, j'ai aussi noté que vous aviez toutes les deux choisi de parler de personnages qui étaient placés dans la tourmente de l'histoire pour des raisons ou pour d'autres raisons. Et que vous alliez, on allait voir évoluer ces personnages contraints, plus ou moins, par les événements extérieurs. C'est le cas de votre personnage de Khalil, qu'on avait déjà rencontré en fait dans votre précédent roman, qu'on retrouve donc là. Il était jeune homme, on le retrouve maintenant, il a 16 ans. Il rentre d'un camp en France, le camp de Saint-Cyprien. Il arrive en Espagne, il se dit bon, ça y est, la guerre est terminée, il l'a perdu, la République a perdu, Franco a gagné, mais au moins il va retrouver sa liberté. Et puis dans un premier temps, que nenni, que nenni, que pas du tout au départ. Vous allez... pourquoi avoir envie de... Vous êtes d'origine espagnole, mais d'origine. Mais est-ce qu'on a beaucoup parlé de cette période, de cette histoire-là dans votre famille? Et est-ce que c'est pour ça que vous aviez aussi envie de la raconter à votre manière? Parce que la première chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est écrit avec... on parle quand même d'une période historique très difficile et il y a une vraie tendresse dans l'écriture. Il y a beaucoup d'humour. Hein.
Et même si ce décrit est parfois très dur, on parle de famine, on parle de l'époque de Franco, et en même temps, il y a une vraie tendresse. Alors, il y a une vraie tendresse parce que je décris les gens qui ont vécu des choses très dures, mais comme beaucoup de gens qui ont vécu des choses très dures, ça révèle ce qu'ils ont de meilleur. Les périodes historiques troublées révèlent chez les êtres humains ce qu'il y a de pire, mais aussi ce qu'il y a de meilleur. Et pour ces gens qui n'arrêtent pas d'affronter l'adversité, parce que perdre une guerre c'est très dur, mais vivre dans le pays qui a perdu une guerre c'est encore plus dur, surtout quand le pays est aux mains de gens qui sont exactement les équivalents des nazis. Alors Khelin, le héros du livre, est le jumeau littéraire de mon père, et tout ce qui est dit dans ce livre a été cueilli à la source, c'est-à-dire que ce sont des choses que mon père m'a racontées. Je n'ai plus ensuite qu'à inventer des personnages, à inventer des dialogues, mais pas des situations. Toutes les situations décrites dans ce roman ont été vécues. C'est des situations du quotidien de l'Espagne de 1939. Et ce qui m'a intéressé, moi, en dehors du fait que quand on est fille de républicains espagnols en exil, c'est un petit peu comme être fille de déportés ou être fille de... C'est-à-dire on vient au monde avec un genre de sac à dos dont il convient de partager la charge avec ses frères et sœurs humains, et c'est ce que j'ai essayé de faire pour que ça pèse un petit peu moins lourd sur mes épaules à moi. C'est aussi l'histoire d'une fidélité à ses racines. Je crois qu'un point commun entre Virginie et moi, c'est que Virginie a voulu parler de ses racines, de la culture dont elle est originaire, et je fais exactement la même chose. C'est-à-dire que je vais chercher d'où je viens, j'en parle, peut-être pour me projeter dans l'avenir, projeter mes lecteurs dans l'avenir aussi, mes lectrices. Et, ah oui, je fais une petite parenthèse pour autrice. Alors voilà, auteur, autrice, ça écorche, on me dit ça écorche l'oreille, autrice. Et pourtant tous les jours on emploie acteur, actrice. Alors à une lettre près, je trouve que ça ne doit pas écorcher bien fort quand même. C'est tout. Voilà. Donc je reviens en arrière. Alors pourquoi avoir voulu raconter cette histoire? Tout simplement, oui là on me donne un truc auteur, mais je ne suis pas une auteure moi. Ben non. Enfin je vérifie encore, mais non, je vous confirme. Ah non, c'est écrit. Autrice. C'est ça parce qu'elle a fait une vanne tout à l'heure nauséabonde, je la répète pas, c'est trop affreux. Alors, j'ai voulu, par ce livre, je pense, parler aussi de l'engagement. Parler des gens qui, quand ils sont face à une situation qu'ils estiment insupportable, même si cette situation ne les atteint pas directement, qui trouvent que la seule chose à faire c'est de résister, c'est de s'engager, c'est de se battre. C'est une thématique qui n'a rien perdu de son actualité, il me semble. Il me semble qu'aujourd'hui, la question des gens transplantés, des gens qui résistent contre un ordre social injuste ou brutal, ont encore aujourd'hui beaucoup de chevaux de bataille, et c'est une manière pour moi de me dire que le combat contre l'injustice, la solidarité avec les autres, tout ça, ça doit garder une place dans notre vie de tous les jours. Et la dernière chose à laquelle on a droit, c'est l'indifférence. Parce que ça nous tue et ça nous enlève notre humanité, quoi. Et s'il y a un truc à cultiver, c'est bel et bien l'humanité. L'humanité, ça n'est que ça n'est que de l'empathie, de la solidarité et du partage. Je crois que tout le monde peut se reconnaître dans ce message. Et il me semblait que les républicains espagnols ont beaucoup à dire sur ce sujet. Et je vais continuer à rendre hommage aux républicains espagnols parce qu'ils avaient en eux toutes les espérances, toutes les illusions qui sont encore les nôtres aujourd'hui, en tout cas qui devraient être les nôtres aujourd'hui, et avec la chance que nous avons de vivre dans un monde globalisé, mondialisé, et si nous avons face à nous la mondialisation financière, nous pouvons aussi leur opposer la mondialisation humaine, et c'est ça que nous devons faire ensemble. Donc je crois que tout ça, je trouve, est extrêmement cohérent. Voilà ce que je veux dire. Ou extrêmement cohérente, enfin comme vous voulez. Ça, avant de revenir juste sur l'époque, là on parle d'aujourd'hui. Quel est votre regard sur les récents mouvements d'indépendance d'une partie de l'Espagne par rapport au reste de l'Espagne? Alors il va sans dire que je tiens les indépendantistes catalans pour des totaux irresponsables et des nationalistes. Et moi j'aime pas le nationalisme. Je suis pour l'autonomie de la Catalogne, mais ça ils l'ont depuis de très longues années. L'autonomie, oui, parce que c'est la défense de leur culture, de leur langue, et c'est une culture brillante et une langue magnifique. Donc ça, oui.
L'indépendance consiste à ajouter une frontière là où il n'y en avait pas, et alors là je trouve que c'est misérable. Moi j'ai envie d'un monde où il n'y a pas de frontières, j'ai envie d'un monde où tous les êtres humains se considèrent citoyens du monde. Alors c'est pas pour venir rajouter des petits pointillés pour des gens qui n'en ont pas besoin. L'Espagne d'aujourd'hui n'est pas une dictature, il n'y a aucune raison de se séparer du reste de l'Espagne ou de l'Europe. Ce que les Catalans vivent aujourd'hui est vécu par tout le reste de la péninsule ibérique, et donc il me semble qu'on ferait mieux de se mettre tous ensemble pour lutter contre les vrais ennemis. Donc l'ennemi de Barcelone n'est pas Madrid, les ennemis de Barcelone sont les mêmes ennemis que ceux de Madrid, c'est-à-dire encore une fois la finance internationale, la corruption, le mensonge et le nationalisme. Donc voilà. Bien aussi, hein, vous parlez bien tous les deux. Hein. Ouais. Merci. Ah, Je l'ai un peu entraîné ce matin. ah non, non, franchement, vous avez bien répété, c'est pas fin. Je suis fière d'elle. Autre question, moi je reste sur l'histoire et la politique parce que je trouve que c'est vraiment le sujet, finalement. Enfin pas que, mais c'est aussi le sujet. Rapport à cette époque, on va dire 39, 40, 41, etc. Relation franco-espagnole, c'est je t'aime, je te hais, enfin c'est quand même quelque chose compliqué, non, la France et l'Espagne? Alors, ce qu'il faut commencer par dire, c'est que les républicains espagnols, quand la République espagnole est proclamée le 14 avril 1931, pour beaucoup de républicains espagnols, l'idéal, c'est la République française. C'est les Lumières, c'est la Révolution française, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est ça dont rêvent les républicains espagnols. La France est pour eux un exemple, un modèle, un idéal, quelque chose vers lequel ils tendent. Imaginez la stupéfaction des combattants anti-franquistes et donc antifascistes qui se sont battus pendant 3 ans contre Franco, dont je rappelle à ceux qui l'ignoreraient qu'il fut l'allié actif d'Hitler et de Mussolini, et le bénéficiaire aussi de leur collaboration en armes et en capitaux. Imaginez leur stupéfaction au moment où ils passent la frontière, quand on leur demande de déposer les armes. Bon, admettons, c'est vrai qu'on n'entre pas dans un pays étranger les armes à la main, sauf quand on est allemand, mais imaginez leur stupéfaction quand ils se retrouvent parqués dans des camps de concentration. Ils en sont restés comme 2 ronds de flanc, puisqu'il y a eu en Espagne, dans le sud de la France, il y a eu pour commencer, je crois que c'est 17 ans, camps de concentration ouverts. Et c'était des endroits où non seulement... Pour terminer, j'aimerais que chacune, à votre tour, vous donniez envie aux lecteurs qui sont là de lire le livre de votre copine. Oula! Ah bah oui. Ben, On est solidaires, hein, on est solidaires. Alors je vais vous dire, d'abord je vais vous dire ce que je pense vraiment, puis après je vais vous dire la réponse officielle. D'accord. Ce que je pense vraiment, c'est qu'à choisir entre les deux, prenez le mien. Si vous achetez les deux, ça c'est impeccable. Si vous... Bon, alors je dois vous dire quand même que j'ai lu le livre de Virginie, quoi. Et c'est un très bon livre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous le prenez, vous le lisez jusqu'au bout et vous êtes embarqué. Et je dis pas ça parce qu'il y a un personnage espagnol, hein. Vu que c'est un jésuite, alors c'est pas trop ma famille. Mais quand même, ça influe quelque part. Bref, non, c'est un très bon livre, ça vous embarque. Et moi qui adore les Caraïbes d'aujourd'hui évidemment, mais bon, on les reconnaît bien là. Non, c'est un très bon livre. Et moi, au départ, les bouquins de pirates, c'est pas trop ma came, hein, je vous le dis carrément. Hein. Mais là, c'est vrai que c'est juste très bien écrit, c'est une histoire intéressante et ça vous embarque, quoi. Qu'est-ce qu'on demande à un livre? Ce qu'on demande à un livre, c'est très simple. C'est que vous commencez à le lire, vous n'avez pas envie de le refermer avant d'avoir fini. Et ben c'est tout. Et même à part connaissant un bon livre, c'est que quand on arrive aux 30 dernières pages, on ralentit parce qu'on n'a pas envie de quitter les personnages. Et même des fois, quand vraiment on adore, on lit pas la dernière page, comme ça il reste un petit peu, il continue à vibrer en vous, quoi. Et ben c'est un peu ça qui va vous arriver quand vous aurez fini de lire mon livre pour entamer le sien. Ah, alors là, Virginie, Bon, il n'y a plus qu'un, hein. ça se confirme, la hauteur des blocs. Non, la hauteur, j'ai envie de dire, rien que pour t'emmerder. Bon, bah, que dire de plus? Ce qu'elle a dit, c'est effectivement tout le récit de la guerre d'Espagne. Ça reste, hélas, complètement d'actualité quand on voit ce qui se passe, évidemment, en Syrie, comme si les gens avaient envie de partir, de quitter leur pays sur les bombardements. Enfin bon, donc il faut rester extrêmement vigilant sur toutes ces questions. Et là, ça reste d'actualité. Le fait que sur l'histoire de son père, ça me touche beaucoup, et en même temps, c'est vrai qu'elle a inventé plein d'autres personnages, enfin tous les faits sont évidents. Moi, j'ai appris plein de choses. J'ai eu très honte d'être française en le lisant. Je pensais pas que c'était à ce point-là. Je savais que Franco était une pourriture, mais par exemple, dans ton livre précédent,
Oui, précédent de celui-là. Ça, c'est la dernière page du précédent. Oh, Ah, bah. j'avais appris notamment que la France, les Espagnols, les Républicains avaient commandé des armes à la France et à l'Angleterre qu'ils avaient payé rubis-sur-l'ongle et ces armes ne sont jamais arrivées. Boum. Donc là, je me suis dit, oulala, nous Français, là, effectivement, ça n'a pas été. Donc voilà, donc c'est un. Bon, je dis ça parce qu'elle est là, c'est pas très bien écrit en fait. Là, on sait que bon, il y a des petites fautes. Ça, c'est le côté bilingue. Non, c'est merveilleux, je dis que des conneries, c'est merveilleux, lisez-le. Après avoir lu le mien, évidemment. Merci à vous deux d'avoir partagé ce petit moment. Merci à vous. Nous allons laisser la place à Baptiste Beaulieu et Jean-Pierre Lavonnier. Faites gaffe à barrer au Québec, hein. Autrice. Ah bah oui.